C'est en cela que l'exposition peut être assez inégale. Et on va terminer par la salle du bas, la grande salle Mayol, qui est une sorte d'apothéose à chaque fois. Et là, c'est vrai que c'est là où il y a les œuvres les plus notables, avec donc ce chapitre numéro 4. Après les morceaux de corps qu'on a évoqués précédemment, vous avez donc le jeu de taille. Très intéressant, ce choix de thème, parce qu'il est complètement légitime dans la logique de l'hyperréalisme depuis en sculpture, mais on peut le dire aussi en peinture, je l'ai montré tout à l'heure, mais bon, il est totalement logique, ce décalage d'échelle, on pourrait dire aussi, d'être questionné dans l'hyperréalisme, avec notamment cette très grande main que vous voyez à gauche, hein, d'un artiste italien qui n'est pas un des membres les plus connus finalement de ce courant. Et encore une fois, on fait beaucoup de découvertes dans l'expo, et moi j'ai trouvé l'œuvre très intéressante, où à droite, vous avez cette femme agenouillée de Sam Jinks, qui est un artiste australien. Ah, il y a eu d'ailleurs une tendance australienne, un courant australien, peut-être c'est vrai qu'il y a une tendance anglo-saxonne en général, hein, mais bon, et l'Australien le plus célèbre de ce courant nouveau réaliste, c'est bien sûr Ron Mueck. Ron Mueck a deux œuvres dans l'exposition. Une œuvre, elles sont sur le côté droit de la salle, je ne vous les montre pas volontairement. Alors, si vous aimez Ron Mueck, si vous avez vu ces deux rétrospectives à la Fondation Cartier, il faut être honnête, vous serez déçus. Il y a deux œuvres qui sont assez modestes, qui ne sont pas les plus connues, donc ça c'est bien. Mais bien sûr, il n'y a pas Le Père mort, qui est peut-être son œuvre la plus célèbre, donc qui représente le corps de son père décédé, auquel il n'avait pas pu rendre les derniers hommages, puisqu'il était très loin quand on a enterré son père. Et une sculpture, donc là aussi en résine polyester, qui est de petit format, qui réduit le corps de façon très étonnante. Il n'y a pas non plus, mais bon, c'est une œuvre compliquée hein, à faire voyager depuis Washington, le Big Man, qui lui, bah, vous le devinez, comme son nom l'indique, est très grand. Il fait 2 mètres de haut assis, ce qui fait que quand vous êtes confronté à lui dans l'angle d'une salle du musée de Washington, vous n'emmenez pas large, évidemment, et on est toujours dans la logique d'œuvres troublantes. La distorsion d'échelle, c'est une des grandes forces de l'œuvre de Ron Mueck. Peut-être qu'ils auraient pu amener, ça je trouve c'est dommage, parce qu'on a deux œuvres de figures réduites chez Mueck, mais c'est aussi quelqu'un qui utilise l'agrandissement. Et par exemple, ce masque numéro 2, qui est donc une œuvre qui fait plus d'1 mètre de large, qui du coup évoque bien sûr les célèbres têtes de Saint Jean-Baptiste, comme on en a fait beaucoup dans l'art chrétien depuis la Renaissance. Mais vous voyez, quand vous êtes confronté à ça, évidemment, il y a une relation au corps aussi, bien sûr, à l'anatomie, mais il y a un questionnement aussi, qui peut devenir existentiel pour certains peut-être, qui est très intéressant parce que la tête est beaucoup plus grande. Donc ça manque peut-être un grand Ron Mueck. Et puisqu'on parle d'agrandissement, là aussi, j'étais surpris finalement qu'ils ne mettent pas du coup Charles Ray, parce qu'il travaille beaucoup là-dessus. Lui aussi, si vous avez vu une des deux expositions ou les deux, il fait des femmes mannequins qui sont beaucoup plus grandes, ou l'exposition de la Pinot Collection commençait avec Jeff ici, qui est un homme vivant dans la rue. Alors, une œuvre qui est réalisée en marbre, mais vous l'avez vu, ils ont mis des œuvres en marbre. Donc, pourquoi pas celle-ci? Et évidemment, l'idée de l'homme plus grand que nature, reproduite de façon très réaliste, crée toujours le même trouble finalement. D'autant que, en fait, ce Jeff, il aurait bien dialogué avec ce grand personnage que vous voyez à l'arrière-plan. Ça, c'est la fin de cette grande salle du bas du musée Mayol, une œuvre qui a été utilisée comme affiche aussi en partie d'exposition, qui est due à un artiste macédonien qui s'appelle Zarsko Bacheski, s'appelle Homme ordinaire, mais vous voyez que cet homme ordinaire est de grand format, c'est une œuvre qui fait 2,20 m. Et puis de chaque côté, le grand représentant serbe de l'hyperréalisme contemporain, Mark Sijan. Très beau reportage sur lui, enfin très beau film dans cette section. Ça, je dirais que c'est quand même peut-être une des salles les plus intéressantes, puisque vous avez des œuvres très bien choisies. Alors, ce qui se gâte un peu dans cette salle, c'est qu'il y a une frise d'histoire de l'art. J'en dis juste un petit mot, puis on va arriver vers la fin du parcours. Elle m'a surpris, la frise, parce que on peut revenir en arrière. En fait, quand vous entrez dans la salle, vous voyez, vous avez ce jeu de taille. Là, ce que je vous ai montré est au bout, et puis là, il y a une grande frise d'histoire de l'art. On se dit, tiens, bah, c'est bien, ils veulent un peu faire du didactisme. Problème de genre de didactisme, c'est qu'il ne faudrait pas dire n'importe quoi. Et là, malheureusement, on est quand même un peu dans ça. Bon, on nous parle de l'art de la fin du XXe siècle, avec l'hyperréalisme qui est entre le pop art et l'art conceptuel. Jusque-là, tout va bien. Art cinétique, surréalisme. Bon, il n'y a pas tous les courants, mais peu importe. Hop là, pardon, on avance. Quand on regarde ensuite fin du 19e siècle et début du 20e siècle, ils évoquent l'académisme comme un courant, c'est contestable, mais pourquoi pas. Mais surtout, on nous met la statue de la liberté de Bartholdi,
Alors, je ne sais pas si du côté américain, ils voient ça comme de l'académisme. Il y a plus académique que Bartholdi quand même. Je connais très peu de livres sur la sculpture académique du 19e siècle qui m'est cher, qui osent dire que la Statue de liberté, c'est de l'académisme. Personne n'avait fait ça avant, l'académisme, enfin bref, c'est un peu sidérant. Alors là, après, moi, je tombe sur les genoux quand je vois que pour l'abstraction, ils ont mis le baiser de Brancusi. Excusez-moi, mais ça, c'est pas abstrait, parce qu'on reconnaît des têtes, c'est du primitivisme. Rappelez-vous, pour les personnes qui avaient fait la confinée sur le primitivisme en Europe, c'était une des œuvres que j'avais mises en avant. Et là, on se dit, mais alors qui a fait cette frise? Enfin, qui a fait. C'est les organisateurs d'exposition qui ont fait ça, forcément. Et alors, c'est vrai que les deux personnes qui organisent l'exposition, je ne veux pas être méchant et blessant, mais ce n'est pas des cadors d'histoire de l'art. Il y a notamment un monsieur américain qui travaillait dans un petit musée de la banlieue de New York. Et voilà, il a l'air d'être un peu spécialiste de l'hyperréalisme, mais honnêtement, son texte dans le catalogue est très, très contestable sur le point de vue d'histoire de l'art. Mais alors là, surtout, les bras m'en tombent, c'est dans le néoclassicisme, ils ont mis Houdon et Pigalle. Mais jamais personne ne fait ça. Vous voyez, on commence pas le néoclassicisme, il commence avec Canova, Chaudet, c'est bien. Mais là, le néoclassicisme, vous voyez. Alors, en plus, ce qui est dingue, si vous voulez, c'est que je vous ai montré dans la première partie que parmi les grands précurseurs de l'hyperréalisme, parmi les réalistes du XVIIIe siècle, il y a justement Houdon et Pigalle. Et eux, ils les mettent dans le néoclassicisme. Alors, est-ce que ça serait volontairement pour dire que, ben, vous voyez, l'hyperréalisme, c'est nouveau? Alors, du côté donc de ce curateur, comme on dit maintenant avec cet horrible anglicisme, de ce curateur anglo-saxon de l'exposition donc itinérante, c'est peut-être ce qu'on a envie de nous dire, puisqu'il est américain, et donc il s'appelle Franklin Hill Perrell. Il a aussi peut-être porté l'exposition vers un élargissement, encore une fois très contestable. Dans son texte d'explication de l'hyperréalisme, il y a des chapitres qui étonnent: classicisme pop, romantisme et néo-surréalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai bien lu le texte. Hein. Lui, il suppute, si vous voulez, enfin, il affirme même que finalement, l'hyperréalisme, c'est plus large qu'on ne le dit. Et donc, alors c'est pour ça, du coup, qu'on a eu des œuvres hors courant, à mon sens, comme celle qu'on a vue au premier étage, que je vous ai montré, hein, avec, encore une fois, des artistes comme Fabien Merel, qui sont très intéressants, mais qui ne sont pas, à mon sens, des hyperréalistes. Et donc, c'est là où l'exposition, du coup, devient très problématique, à mon sens. C'est qu'en fait, on nous vend, entre guillemets, une exposition sur l'hyperréalisme, mais dedans, on a mis plein de choses qui n'en font pas partie. En tout cas, personne n'accepte ça aujourd'hui. La preuve, c'est que dans cette volonté d'élargissement, l'avant-dernier chapitre s'appelle Réalité difforme. Alors, certes, il y a des choses passionnantes ici, notamment plein de découvertes. Patricia Piccini, cette artiste italienne qui vous montre une jeune fille avec un bébé monstrueux. Et alors, en effet, on est un peu dans le surréalisme, mais on est dans l'hyperréalisme technique, parce qu'il y a des poids, il y a des vrais poids, et ainsi de suite. Même chose ici avec cet autoportrait de Devan Penny. Là aussi, artiste très intéressant, et on fait plein de découvertes sur l'art contemporain grâce à cette sélection. Mais est-ce que ça, c'est l'hyperréalisme? Non. Donc l'idée, c'est d'élargir le sujet, mais surtout là où c'est pas acceptable, parce qu'à la limite, là, moi, je me dis, mais finalement, oui, parce qu'il y a quand même de l'hyperréalisme au sens plastique. Mais que vient faire la statue qui est là-bas, que vous voyez maintenant de près? Mel Ramos. Et je reviens juste en arrière pour vous dire à quel point c'est incohérent. Mel Ramos, ils l'ont mis où? Ici, vous voyez, c'est là où c'est dingue, dans la frise, il y a marqué pop art, et ils ont pris qui comme exemple? Mel Ramos. Or, l'hyperréalisme s'est inscrit comme une rupture face au pop art. Vous comprenez? Donc, ici, c'est quand même assez grave d'aller mettre Mel Ramos dans cette section, et surtout dans cette exposition, de l'hyperréalisme, avec cette femme banane, vous voyez, qui n'a rien d'hyperréaliste, notamment dans le jeu des carnations, et ainsi de suite. Et là, ça devient très embêtant, si vous voulez, par rapport au choix qui a été fait et au niveau de l'histoire de l'art. Dans ce cas, il aurait mieux fallu, si on cherchait à montrer du réalisme un peu troublant et difforme, ou du réalisme qui peut évoquer un peu le surréalisme. Bon, je remets Charles Ray là, parce qu'encore une fois, il y avait des exemples qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, avec cette famille un peu bizarre, mais techniquement, c'est quand même de l'hyperréalisme, vous comprenez? Même s'il joue sur les déformations d'échelle, il fait des grands bébés et des petits parents, ou l'inverse. Mais enfin là, on aurait pu trouver d'autres œuvres plutôt que le Mel Ramos. Et la dernière salle, c'est une toute petite salle, celle, vous savez, qui va vers la sortie de secours. Là. Ça s'appelle Frontières mouvantes. Et l'idée, pas inintéressante, c'est de montrer qu'avec les nouvelles technologies, on a peut-être encore poussé plus loin l'hyperréalisme. Il y a 3 œuvres dans cette salle. L'œuvre de gauche de Glaser Kunz est intéressante puisque ils sont célèbres pour avoir inventé des sculptures avec une image vidéo qui est projetée et qui du coup parle et crée en effet quelque chose de très troublant. Et là, je dirais que ça, comme élargissement, c'est assez convaincant finalement. Et puis une œuvre aussi de Mathilde Ter Heijne qui montre un mannequin qui est une sorte d'autoportrait en fait,
regardant une vidéo où elle se met en scène en train de jeter un mannequin dans l'eau. Alors, c'est vrai que ça peut être vu comme de l'art conceptuel, mais ce questionnement-là, je le trouve plus pertinent que les choix de la salle précédente. Après, bon, est-ce qu'il fallait aller jusqu'à mettre cette œuvre d'Erwin Wurm qui propose aux visiteurs de jouer la statue? Ça s'appelle les 1 minute sculpture ou les sculptures d'1 minute. Moi, quand j'y suis allé, il n'y avait personne qui avait osé le faire. Je n'ai pas osé non plus le faire. Alors, vous avez le droit de prendre la chaise comme ça, puis vous prenez en photo, enfin, votre ami qui est avec vous ou quelqu'un vous prend en photo, et puis après, vous allez publier ça. Alors, on est dans les effets de com qu'aiment bien faire les expos, et c'est bien, ça doit plaire aux jeunes, tant mieux. Après, là, on n'est pas dans ça, on est dans l'art conceptuel. Est-ce que le réalisme multiple, en fait, c'est ça l'idée, le questionnement, peut-être, mais il fallait mieux le présenter, je crois. Le réalisme multiple, ça serait utiliser le vrai corps et puis, du coup, le vrai spectateur. Alors, déjà, certains avaient fait ça sans utiliser directement le spectateur, mais c'est vrai que Manzoni avait inventé en 61 les sculptures vivantes. Il lui a suffi plutôt de signer le modèle et puis après lui donner un brevet, quoi, une carte d'authenticité. Et ces modèles qui ont été signés par Manzoni sont devenus des Manzoni. Et puis Gilbert et Georges qui ont fait une sculpture vivante, une sculpture chantante, mais c'est eux qui jouaient dans, dans la sculpture en quelque sorte. Voilà, l'élargissement c'était intéressant, c'est vrai. Je conclus avec un commentaire. J'ai essayé de trouver des critiques sur Internet. Il n'y en a pas tant que ça. Je pensais vraiment que l'expo ferait plus parler d'elle. Ça va peut-être venir, hein, mais alors je suis tombé sur une critique de France Culture, qui est pourtant une institution réputée. Et donc c'est une certaine Lucille Como, que je ne connais pas du tout, qui a fait un podcast. Donc il y a à la fois l'enregistrement et puis le texte. Alors je vais le lire parce que je vais pas en dire que du bien, mais alors je vais lire la chose. Elle est assez critique sur l'exposition. Mais alors surtout, ça commence comme ça. Voilà ce qu'elle dit dans son podcast de 4 minutes. C'est ça l'hyperréalisme des artistes qui, à partir des années 80, aux États-Unis et en Europe, ont sculpté des corps dans un souci de vraisemblance et de vérité absolue. Je redis, hein, des artistes qui, à partir des années 80, aux États-Unis et en Europe. Alors, est-ce la faute de l'expo qui, du coup, ne prend pas assez d'œuvres historiques? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'elle n'a pas bien lu parce que c'est quand même dit explicitement dans les textes? Je pense qu'elle a fait l'expo très vite, pour être honnête. Elle insiste aussi sur le fait que, je la cite à nouveau, si la mise en espace est parfaitement adaptée au sujet, on ne peut hélas pas dire la même chose du traitement critique. On trouve bien quelques cartels, mais ils sont hyper allusifs, voire indigents. Notamment les panneaux censés documenter chacune des 6 sections d'exposition. Expéditif, sans référence, sans explication. Oui, mais là aussi, elle a fait l'expo un peu vite. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens. Et ça, c'est la faute du musée Mayol. Vous avez un guide des visiteurs qui est téléchargeable sur votre téléphone. Et vous avez des guides papier pour ceux qui n'ont pas le téléphone ou qui n'ont pas envie de l'avoir tout le temps avec eux. Des guides papier qui sont là. Il y a marqué Servez-vous. Moi, je vous avouerai qu'au début, je me suis dit, tiens, c'est quoi ces petits trucs? Et je l'ai pris, en fait. Et après, je me suis dit, ah, bah, c'est le guide de l'expo. Sauf que si vous ratez ça, alors je n'ai pas mis de photo, mais vous pouvez voir les gens qui sont dans l'expo. Honnêtement, j'ai fait des statistiques en visitant l'expo qui étaient correctement fréquentées. Il y avait en gros une personne sur 10 qui avait le livret papier ou son téléphone avec le téléchargement. Et le problème, c'est qu'en effet, les explications, les cartels sur toutes les œuvres, personne ne les voit. Donc c'est problématique parce que c'est quand même des artistes peu connus. C'est assez déjà flou et compliqué l'hyperréalisme. Il aurait fallu peut-être rendre ça plus évident. Et il y a plein de gens comme cette critique de France Culture qui sont à passer à côté de toutes ces informations. De là, peut-être à se permettre de dire autant aller au musée Grévin, autant voir Kylian Mbappé à ce compte-là plutôt qu'une petite vieille. Je suis atterré, si vous voulez, que quelqu'un puisse écrire de telles inepties sur France Culture. Je ne sais pas qui est cette dame, hein, j'ai rien contre elle, mais elle ne connaît rien à l'histoire de l'art, c'est pas tant. Et notamment, alors ça se termine comme ça. Par exemple, les vidéos montrent John de Andrea parler de ses sculptures d'ouvriers dans les années 80. Les vidéos sont assez décevantes. C'est terrible, franchement, c'est pas John de Andrea, il fait pas des ouvriers, il fait du nu. C'est clairement dit dans l'exposition. Et elle nous dit quand même, il montre de Andrea parler des sculptures d'ouvriers. C'est Dwayne Hanson. Donc non seulement elle se permet de faire une critique très négative, elle a le droit, mais en fait, il faut au moins avoir la décence de bien voir l'expo et de ne pas dire n'importe quoi après coup. Donc l'hyperréalisme, j'espère vous l'avoir fait comprendre, n'est pas né à partir des années 80 aux États-Unis comme les gens peuvent le croire en écoutant France Culture, les pauvres. Et encore une fois, certes, là où je rejoins Lucille Como pour la reciter, c'est qu'il y a peu d'appareils critiques. C'est vrai, le catalogue est assez faible finalement au niveau de l'approche générale, c'est vrai. C'est une exposition ambiguë, mais elle a le mérite d'exister et de poser des questionnements. Donc, voilà les notes pour conclure.
Pertinence, puisque dans la contre-expo, on met des notes, hein, je gardais ce système. Pertinence, qualité scientifique, j'ai mis 9. J'ai mis 9 parce que vous comprenez, quand il y a une frise qui nous dit que Pigalle est un néoclassique, ça ne va pas. Donc, au niveau de l'histoire de l'art, c'est très contestable et c'est très embêtant. En revanche, sur la scénographie, j'ai mis 17. On pourrait presque mettre 17, 18, je ne sais pas. Il y a des gens qui, je crois, seront très heureux d'aller dans cette exposition, de juste voir les sculptures, parce que apprendre des choses sur les artistes, peut-être qu'ils s'en fichent. La scénographie est superbe, l'éclairage est fabuleux. L'accrochage, je vous ai montré des choses qui surprennent, et on a peut-être aussi besoin de ça pour faire venir d'autres gens dans les expositions que ceux qui sont habitués à vouloir tout lire et tout savoir. Qualité des œuvres 13, parce que ici, je mets une note moyenne. Pourquoi? Parce que si vous voulez, on est un peu déçu si on vient voir du Dwayne Hanson ou de Ron Mueck. Il y a peu d'œuvres historiques, je le répète, mais parallèlement à ça, on fait plein de découvertes. Il y a quand même des œuvres très intéressantes, très fortes, de l'hyperréalisme au plus proche de nous, des années 2010-2020. Donc, je pense que ça vaut plus que la moyenne. Et l'accessibilité physique et intellectuelle, eh bien, C11 surtout, parce que ce qui est pénalisant, c'est cette histoire des cartels sur le petit papier, le petit guide du visiteur en papier que personne ne pense à prendre, ou sinon sur votre téléphone, mais on est déjà tellement sur nos téléphones que peut-être que quelques cartels explicatifs auraient été mieux. Ça fait une note globale de 12,5. S'il fallait arrondir, je mettrais 13. C'est une note correcte quand même. Hein. Dans l'histoire de la contre-expo, il y a eu bien pire. Et je trouve quand même que c'est une exposition qui mérite d'être vue parce qu'elle a le mérite de nous proposer visuellement des choses qui sont rares chez nous. Je terminerai juste en disant qu'il n'y a pas d'œuvre de Dwayne Hanson dans les collections du Centre Pompidou. C'est dingue, mais c'est comme ça. Et c'est peut-être significatif de la façon dont l'hyperréalisme n'a jamais été très très bien considéré en France.